Merci pour l'invitation déjà. Donc, je vais traiter effectivement de ce que je vais appeler, et je m'en expliquerai, la première véritable réception de Marx, qui est la réception qui se fait dans le monde soviétique. Et en introduction, je voudrais pointer du coup trois raisons pour lesquelles il me semble que cette première réception a un intérêt. Les deux premières sont d'ordre purement factuel. C'est premièrement le fait que il y a énormément de débats à partir de l'arrivée au pouvoir des bolcheviks en 17 et tout au long des années 20, qui concernent l'œuvre de Marx dans des domaines assez divers, pour des raisons factuelles évidentes, c'est-à-dire premièrement le fait que vous avez à l'époque un appareil d'État qui finance de manière assez généreuse, lorsqu'on pense à ce qu'étaient les finances soviétiques à l'époque, des institutions, des formations, des publications, etc., qui ont toutes trait au marxisme. Et la deuxième raison, plus factuelle, c'est le fait que, et ça on le verra, les théoriciens de l'époque ont été confrontés à des choses auxquelles n'avaient pas été confrontés les premiers interprètes de l'œuvre de Marx, et notamment dans le monde germanique. Donc première idée, la richesse des débats et des institutions qui me semble du coup utile de lire ou de relire. Parce que, deuxième raison de l'intérêt de cette lecture, ces débats-là n'ont jamais véritablement été étudiés. Puisque l'ouverture intellectuelle de ces années 20 a assez rapidement été mise sous le boisseau à la fin des années 20, au début des années 30, et qu'on n'a jamais véritablement rouvert ces archives, ces revues, etc. Ça s'est fait de manière extrêmement ponctuelle à la fin des années 80, lorsque l'URSS finissante s'est interrogée sur la voie qu'elle allait prendre suite à l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, mais ça s'est terminé bien vite, et en fait les rares personnes qui auraient pu mener ce travail ont été exclus de l'université et devenus qui banquiers, qui autre chose dès le début de la décennie noire dans les années 90. Donc richesse, mais richesse qui demeure relativement inconnue. Et enfin, une raison un peu plus théorique sur laquelle je vais m'expliquer, c'est le fait que, me semble-t-il, pour la première fois à l'époque, se pose la question du rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'œuvre de Marx au sens large et ce qu'on va commencer à appeler marxisme. Ce qu'on va commencer à appeler marxisme, donc avant la cristallisation du terme marxisme-léninisme et la fixation en un dogme qui est à la fois assez strict et en même temps relativement pauvre en contenu, puisqu'il doit pouvoir épouser toutes les variations stratégiques et tactiques de l'URSS. Avant cela, vous avez pour la première fois un certain nombre de théoriciens qui posent la question de l'œuvre de Marx, non pas en tant qu'œuvre qu'il faudrait simplement interpréter et sur la cohérence de laquelle il faudrait s'interroger, mais comme outil pour penser à un certain nombre de choses qui n'avaient pas pu l'être pour Marx pour des raisons historiques évidentes. Et c'est ce que j'aimerais faire ici, c'est poser, du coup, c'est la question de cette réception de Marx et de ce premier usage de Marx à travers trois questions. Une question qui sera davantage liée à la préhistoire de la réception soviétique, puisque c'est la réception russe de Marx, c'est-à-dire le sol sur lequel les théoriciens soviétiques, le sol national sur lequel les théoriciens soviétiques vont travailler. La deuxième, c'est la théorie et la pratique de la révolution. Donc la question du rapport entre marxisme et la révolution de 17, et notamment octobre. Et la troisième, la théorie de la transition à l'économie socialiste, qui, là encore, était par définition une question que Marx ne pouvait pas poser. Et à chaque fois, il me semble qu'on a un certain nombre de débats qui naissent du fait que, contrairement à ce qui était le cas pour les Allemands, les Russes ne peuvent pas se satisfaire d'un certain nombre d'ambiguïtés ou de flou conceptuel de l'œuvre de Marx, qui en font la richesse, mais également qui expliquent la nécessité de l'interpréter. Donc premier moment, la préhistoire de Marx en Russie. On sait très souvent que Marx lui-même a un rapport assez particulier à la Russie, puisque à la fin de sa vie, il a correspondu avec beaucoup de Russes, il a travaillé avec des Russes. Le russe a été la première langue dans laquelle le Capital a été traduite en 1872, qui est une traduction un peu rocambolesque, puisque c'était Bakounine au début qui devait le faire, il a finalement dit non, on comprend bien pourquoi. Il a été remplacé par un autre traducteur qui a fini en prison, parce qu'il a essayé de faire évader un révolutionnaire, etc. Et bon, bref, la traduction a fini par voir le jour en 72, mais après un certain nombre d'aventures. Et elle a, et c'est ça le point intéressant, elle a très rapidement été massivement diffusée parmi l'intelligentsia russe.
Et la première spécificité de la réception russe de Marx, c'est le fait que, contrairement à ce qui se passe en Allemagne et en France à l'époque, les principaux intellectuels économistes se disputent Marx. Si vous regardez en Allemagne, si vous regardez en France, les économistes qui se développent à l'époque, que ce soit les économistes libéraux ou les économistes institutionnalistes, tous utilisent Marx comme un repoussoir. Les institutionnalistes accusent les libéraux d'être plus ou moins marxistes parce qu'ils sont systématiques comme les Marx. Les libéraux accusent les institutionnalistes d'être comme Marx parce qu'ils ont un rapport historiciste à l'économie, etc. Il y a un rapport insultant, disons, à Marx. En Russie, c'est exactement l'inverse. Et c'est exactement l'inverse, notamment parce que, contrairement à ce qui se passe dans les pays européens, c'est l'interprétation en tout cas qu'en feront les marxistes ensuite, la bourgeoisie russe, quelles que soient ses options idéologiques, joue à l'époque un rôle progressiste du fait qu'elle n'est pas assimilable par l'Empire russe et elle cherche du coup un peu à faire feu de tout bois contre l'Empire. Et ce sera la révolution de 1905, la révolution ratée de 1905, qui viendra mettre un terme à cette situation et qui jouera un peu le rôle de 1848 pour l'Europe occidentale, c'est-à-dire la fin, en tout cas pour les marxistes, du rôle progressiste de la bourgeoisie. Et au sein de cette réception, disons, forcenée de Marx, on voit déjà apparaître un premier débat entre ce que j'appellerais de lecture idéale typique de l'œuvre de Marx, une lecture populiste et une lecture qu'on appellera, faute de mieux, bourgeoise. Puisque chez tous les gens qui se réclament de Marx, le point de vue, bien entendu, est un point de vue critique sur l'économie et la société russe de l'époque. Mais ce point de vue critique va prendre deux formes qui vont interroger l'épistémologie du capital. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir deux lectures radicalement opposées du capital. Une première lecture qui va être la lecture populiste, qui va estimer que Marx décrit en réalité dans le Capital ce que la Russie vivra si jamais elle commence à prendre la voie capitaliste. Et donc dans cette lecture du Capital, on a une lecture qui considère que Marx n'a fait que développer les lois d'un système particulier, le système capitaliste, et le Capital est lu comme un livre qui doit servir de repoussoir pour empêcher à la Russie de prendre la voie capitaliste et s'appuyer sur les communes populaires, un certain nombre d'institutions présentes dans le peuple russe, etc. C'est la lecture populiste qui du coup fait de Marx, encore une fois, un auteur attentif à la singularité historique d'un système, le système capitaliste. Et en face, la lecture bourgeoise, tout aussi critique du tsarisme, va inverser la vapeur et faire du capital, non pas la théorie singulière d'un système singulier, mais une théorie globale de l'histoire qui dessine ce que sera de toute façon la Russie, les voies par lesquelles elle devra passer, et qui du coup critique les populistes. Et donc on a déjà une ambiguïté sur le statut exact de ce dont Marx parle, avant même la Révolution de 17, statut ambigu qui est incarné à travers deux commentateurs de Marx qui sont pas forcément les plus connus, mais chez qui on trouve ces tendances-là à l'état pur. Le premier étant Mikhailovski, avec lequel Marx a débattu, qui est le populiste par excellence, qui est par ailleurs l'introducteur en Russie d'un certain nombre de débats épistémologiques de la philosophie allemande de l'époque, et notamment sur le statut de la singularité historique. Et de l'autre côté, celui qu'on a pu appeler le premier marxologue, Sieber, donc il est russe malgré son nom allemand, qui lui rattache Marx à l'œuvre des classiques et fait de Marx un théoricien de la nécessité historique, qui du coup servira ensuite aux marxistes qu'on appellera légaux, marxistes bourgeois, qui liront le Capital, encore une fois, comme la théorie de la nécessité historique du passage par le capitalisme. Et en fait, Plekhanov et Lénine, à l'époque, vont devoir se mouvoir entre ces deux lectures idéales typiques et vont devoir déjà, à ce moment-là, bricoler un usage du capital qui soit à la fois attentif au fait que la Russie est déjà engagée dans la voie capitaliste, tout en laissant ouverte la possibilité d'autre chose que la pure et simple aggravation de ce système capitaliste. Donc premier débat, encore une fois, la notion de l'histoire telle qu'elle se donne dans le Capital.
Le second débat va commencer en 1917 avec la Révolution d'octobre. Donc un premier point purement factuel d'abord. La plupart des militants et dirigeants bolcheviques sont des gens qui connaissent très bien Marx. Ce sont pour la plupart des gens qui l'ont étudié, alors soit en prison lorsque c'était des militants, c'est notamment le cas par exemple de Preobrazhensky dont je parlerai un petit peu plus tard, soit, ce qui est plus amusant entre guillemets, dans les grandes universités européennes du fait de leur exil. Boukharine, par exemple, va lire Marx dans les bibliothèques de Vienne, et vous avez même un dirigeant soviétique, qui est Sakolnikov, qui sera responsable de la réforme monétaire du début des années 20, qui va faire une thèse à la Sorbonne en économie, sur des problèmes qui sont liés notamment au marxisme. Donc vous avez des gens qui connaissent très bien Marx, premièrement, et deuxièmement, ça j'y reviendrai un petit peu ensuite, à partir de la Révolution, vous aurez des institutions qui vont se mettre en place dans lesquelles ces travaux-là vont être menés. Mais qu'est-ce qui se passe avec la Révolution russe? Eh bien, il se passe que les plus orthodoxes des marxistes, en gros, ne vont manifestement pas avoir raison. Et ce qui va se reposer avec la Révolution russe, c'est le statut de l'histoire, mais à travers une autre question, non plus la question de la singularité ou de la nécessité universelle, mais à travers celle de l'évolution ou rupture. Puisque on sait que, et là encore c'est une ambiguïté du capital, Marx avait écrit le Capital à la fois comme théorie de la révolution à venir, et en même temps critique de toute révolution prématurée. Et c'est cette question-là qui se repose aux Russes, puisque les mencheviks, bien sûr, vont insister sur le caractère prématuré de la révolution, tandis que les bolcheviks feront l'inverse. Et en fait, en octobre, vous allez avoir la plupart des lecteurs de Marx non bolcheviques qui vont accuser les bolcheviks, alors soit accuser, soit célébrer les bolcheviks, d'une forme de trahison vis-à-vis de Marx. Et juste pour l'anecdote, je vous lis l'éditorial du principal, je crois que c'est un hebdomadaire, si je dis pas de bêtises, anarchiste de Petrograd, donc de Saint-Pétersbourg à l'époque, au lendemain de la Révolution d'octobre, l'édito en question dit les lignes suivantes. Camarades anarchistes, une heure historique vient de sonner, un litige vieux de 50 ans, le litige qui oppose anarchisme et socialisme touche à sa fin, et il est tout à fait clair que la victoire est pour nous. Le marxisme craque de toutes parts, la deuxième révolution, la révolution d'octobre, est une gifle à la face du marxisme, elle signifie sa crise. Les bolcheviks comme Lénine n'ont jamais été des hommes du dogme marxiste, mais des hommes de vie, des hommes de révolution. Ces gens ne sont pas des doctrinaires, des fanatiques, comme le leur reprochent tous ces socialistes petits bourgeois. Ce sont des hommes qui vivent pour leur cause, ces hommes d'action aussi déterminés qu'un socialiste peut l'être. Vous trouvez énormément de textes du genre, où on pense également aux textes célèbres de Gramsci, la révolution contre le capital, etc. Bref, tout le monde est amené à dire que la révolution est une trahison du capital de Marx à proprement parler. Et dans les rangs même du parti bolchevique, vous avez un certain nombre de débats qui se posent suite à la Révolution et qui vont finalement questionner la dimension pratique, la question de ce qu'on peut faire de l'œuvre de Marx. Et il me semble qu'à ce moment-là, on a un second débat qui se met en place, qui va être extrêmement important pour la suite de la Révolution et du processus de naissance de l'Union soviétique. C'est une question qui interroge la dimension, disons, ontologique du réel dont parle Marx. Pour le dire de manière schématique, puisque j'ai peu de temps, vous avez, à cette époque-là, vient se rejouer un débat entre deux dirigeants bolcheviques, Lénine d'un côté et Bogdanov de l'autre, qui porte sur la question de savoir que faire, en gros, des analyses du capital. Et ce qui me semble important, c'est que va émerger dans ce contexte-là deux paradigmes de la posture militante qui doit guider l'usage de Marx. Une posture que j'appellerais celle du stratège et une posture que j'appellerais celle de l'ingénieur. La posture du stratège étant celle de Lénine, la posture de l'ingénieur étant celle de Bogdanov. Et on va voir se dessiner ici l'opposition qui va permettre de penser l'activité militante par la suite. En gros, dans le cadre léniniste,
l'accent va être énormément mis sur la dimension militaire du capital et le fait que le réel en question est avant tout un réel polarisé autour de l'ennemi de classe, en gros. L'ennemi principal de la révolution, c'est l'ennemi de classe, et la révolution doit être avant tout une guerre contre cet ennemi. Chez Bogdanov, inversement, le véritable ennemi dans le capital, ça n'est pas la bourgeoisie, c'est pour Bogdanov le désordre marchand. Et c'est pour ça que la figure de l'ingénieur prend la relève du paradigme militant, puisque pour Bogdanov, le militant bolchevique doit être avant tout celui qui organise, qui lutte contre le désordre permanent. Et c'est pour ça que Bogdanov sera par exemple un des théoriciens du prolet culte, qui vise à travers la constitution d'une culture prolétaire, à faire exister, culture prolétarienne, pardon, à faire exister un véritable collectif uni autour d'un certain nombre de principes contre l'individualisme vecteur de désordre. Et vous avez un échange suite à la révolution d'octobre entre Bogdanov et un de ses amis qui avait rallié les bolcheviks, à savoir Lunacharsky, qui porte précisément sur cette question-là de savoir que faire des analyses de Marx. Donc deuxième débat qui va être également important. Je vais rapidement parler du troisième débat, du coup, qui naît avec la naissance du régime soviétique. Donc, premier point factuel, pour un peu d'information quand même. Dès la naissance de l'URSS, se mettent en place des institutions qui sont tout entières consacrées au travail sur les œuvres de Marx, et notamment au sein de l'Académie communiste, socialiste d'abord, puis communiste, elle changera de nom, l'Institut Marx-Engels, dirigé par quelqu'un d'un petit peu connu qui s'appelle Boris Ryazanov, qui va se doter d'une revue, les archives Marx-Engels, et qui va notamment éditer un certain nombre de textes de Marx qui ne l'étaient pas. Et on trouve dans cette revue des éditions bilingues assez curieuses de la dialectique de la nature d'Engels, du chapitre inédit du Capital plus tard, etc., etc. Donc vous avez ça, et vous avez également un certain nombre de débats au sein de l'Académie communiste qui portent sur l'interprétation de Marx. Et la question centrale qui me semble ici posée, et qui rejoint la question des éléments de ce matin, c'est que, en gros, vont s'affronter à partir de là deux types encore de lecture du capital, qui correspondent en gros à ce que on peut appeler le communisme de guerre, et de l'autre côté la NEP. Le communisme de guerre, qu'est-ce que c'est ? C'est une tentative, si on le lit d'un point de vue purement théorique et non historique, c'est une tentative d'appliquer une lecture logiciste extrêmement dure de Marx. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la lecture marxiste du communisme de guerre, le capitalisme forme un tout, et ce qui doit venir prendre sa place constitue l'exact inverse de tout cela. Pour le coup, il n'y a pas d'élément, il n'y a qu'une totalité à laquelle il faut opposer une autre totalité qui fonctionnera sans marchandises, sans argent, sans capital bien entendu, et c'est le communisme de guerre comme forme d'économie en nature qui passe exclusivement par la centralisation et la redistribution politique des ressources, après avoir fait disparaître, encore une fois, marchandises, monnaie et capital. Et de l'autre côté, et notamment à partir de la NEP, vous trouvez une autre lecture de l'œuvre de Marx qui va au contraire chercher à étudier la manière dont les différentes parties du capital, en tant que réalité et telles qu'elles sont théorisées dans l'œuvre de Marx, peuvent être autonomisées de manière relative les unes vis-à-vis des autres, et concrètement la manière dont le pouvoir soviétique va pouvoir utiliser certaines lois de l'économie marchande, va pouvoir utiliser une certaine politique monétaire, va pouvoir même utiliser une politique de crédit et donc certaines formes de capital. Et donc, comment est-ce qu'il va être possible de démembrer un petit peu le capital en tant qu'œuvre pour utiliser telle catégorie contre telle autre. Et c'est la partie la plus, disons, la plus féconde, me semble-t-il, de l'histoire de cette réception de Marx, puisque c'est là que vous allez avoir un débat qui va se nouer avec des gens qui ne sont pas nécessairement marxistes, notamment par exemple Kondratiev, dont il a été question, travaille à l'époque en URSS, et vous avez des débats entre lui, Varga, Boukharine, etc., autour de la question des cycles. Vous avez des débats sur l'économie monétaire, et dans tous ces débats-là, en gros, le cadre est celui de la possible ou non fragmentation du capital. Je crois que je dois conclure. Oui, alors je voudrais juste conclure sur un point, parce que là il a été beaucoup question d'économie, mais ce serait dommage de minorer les autres domaines dans lesquels vous avez eu une réception de Marx en URSS, et notamment c'est le cas en philosophie et en art. Et pour le résumer de manière extrêmement brève,
la question ici qui est posée, mais qui se pose également en économie, en gros, est celle du rapport à la rationalité bourgeoise et à l'histoire. Dans tous les cas, et c'est assez flagrant lorsque vous lisez les débats autour de la philosophie ou de la littérature, la question qui se pose est sans cesse la question de savoir ce qu'on fait du passé immédiat bourgeois, dans la mesure où il est à la fois en partie rationnel et en partie quelque chose qu'il faut dépasser. Et vous avez tout un spectre de positions, mais qui en gros s'organise autour d'une opposition. Les tenants d'une révolution lue comme accomplissement de la rationalité bourgeoise, l'économie socialiste sera plus rationnelle que l'économie bourgeoise, elle prendra les grains de rationalité de l'économie bourgeoise et elle les élèvera à une rationalité supérieure. L'art, le réalisme socialiste, reprendra ce qu'il y a de rationnel dans le réalisme, mais en le portant à une rationalité supérieure, en lui accolant le réalisme socialiste. En sciences, c'est pareil, la question des sciences naturelles doivent être accomplies et non pas dépassées, tandis qu'à l'inverse, vous avez une lecture beaucoup plus, entre guillemets, révolutionnaire, qui vise à rompre avec l'héritage du passé. C'est le cas en économie avec le communisme de guerre, c'est le cas en art avec les différentes avant-gardes qui se réclament, pas toutes, mais certaines, du marxisme. Ce sera le cas en philosophie avec la volonté d'élaborer autre chose que les sciences naturelles. Et ce débat-là va, encore une fois, être transversal à un certain nombre de domaines et disparaîtra tendanciellement dans les années 30. Et ce qui est intéressant dans les années 30, c'est qu'on va voir naître une tendance extrêmement forte à la reprise de l'héritage bourgeois, que ce soit en art, que ce soit en économie, que ce soit dans les différentes sciences de la nature, etc. La ligne qui va triompher, en un certain sens, sera la ligne de la révolution lue comme accomplissement. Et juste deux mots de conclusion, du coup. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de première réception de Marx à proprement parler? Parce qu'il me semble que, et j'ai pas le temps de revenir dessus, mais que les Allemands ne s'étaient pas du tout posé les problèmes que se posent les Russes et les Soviétiques, et encore une fois pour des raisons qui ont trait à des singularités historiques. Et c'est la première fois, en gros, me semble-t-il, où on essaye non pas de réfléchir sur ce qu'est le marxisme authentique, mais on essaye de mettre Marx au travail pour penser une situation que par définition il n'avait pas pu penser. Et c'est ce que j'appellerais moi marxisme, en tout cas dans son acception, disons, intéressante, c'est toutes les tentatives, et il n'y a pas que la soviétique, bien entendu, il y en a eu d'autres ensuite, pour essayer de réfléchir à cette distance qui est toujours réelle entre l'œuvre de Marx et le réel qu'elle doit permettre de penser, distance et en même temps tentative de fidélité qui prend des formes potentiellement assez diverses. Voilà.